Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on va parler de soit la colocation, soit du Airbnb. Et je reviens dessus, un petit focus sur l'immobilier. Comme d'habitude, vous commencez à être habitués. Et là, je reviens sur une question de Chloé. Donc Chloé, elle est dans mon programme. Et entre autres, elle a une maison qu'elle exploite aujourd'hui en Airbnb. Et sa question, c'est est-ce que ça vaut plus le coup de l'avoir en Airbnb ou en coloc? Alors là, je ne peux pas vous montrer les photos, c'est dommage. Et je pense que je vais commencer à faire des vidéos en même temps sur YouTube. Comme ça, vous allez avoir des photos simplement et vous pouvez voir ce que je vois sur mon écran. Rappelez-vous, dimanche, il y a un podcast qui sort à la fois ici, mais aussi sur YouTube. Et vu qu'on parle de sac à main et d'achat-revente de sacs, il y a tout un passage où en fait on parle d'un sac qu'on montre à tout le monde. Donc c'est peut-être mieux de le regarder sur YouTube, celui-là. En tout cas, pour revenir dessus, sur Chloé, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a une maison et comment on compare les deux? Alors, premier élément, quand on fait des colocations et quand on fait du Airbnb, l'objectif, c'est de savoir à combien on peut louer et est-ce qu'on peut louer plus cher ou pas. Donc là, comme d'habitude, vous êtes habitués, ce qu'on doit regarder, c'est le marché. Qu'est-ce que fait le marché là où on en est? Que ce soit du Airbnb ou que ce soit des colocations. Pour le Airbnb, on va utiliser un site qui s'appelle AirDNA, qui est pas mal, vous en avez d'autres aussi, qui va vous permettre en fait d'analyser finalement vos concurrents et qu'est-ce qui marche sur le terrain. On se rappelle, en fonction de ce que vous proposez, il y a des choses qui marchent plus ou moins. Par exemple, à Paris, ce qui marche vraiment bien, ça va être alors soit les appartements très situés, genre studio, ou sinon ça peut être des 3 pièces où vous êtes en compétition directe avec des hôtels, où vous pouvez avoir 6 couchages. 6 couchages, c'est-à-dire les enfants, les parents et vous en couple. Vous êtes un petit peu serré, mais en tout cas, quand vous venez à Paris, ça vous permet d'avoir pour du 200 € quelque chose qui va vous coûter peut-être 600 € si vous êtes à l'hôtel. Et en plus, vous pouvez faire votre propre nourriture, etc. Donc, premier élément qu'on va se demander, c'est est-ce que son logement correspond à ce qui est loué et est-ce qu'on peut le modifier pour que ce soit loué plus cher? De temps en temps, des espaces supplémentaires, des chambres supplémentaires font qu'il y a la possibilité de louer plus cher. Dans le cas de Chloé, elle a aujourd'hui 2 chambres dans une grande maison avec une mezzanine. Et sur cette mezzanine, donc on va monter par un escalier et le centre est creux et tout autour, il y a en fait une mezzanine. En face, il y a plus de place que de l'autre côté où c'est vraiment on peut passer à côté. Et dans cette maison-là, du coup, la mezzanine, elle est perdue. Les mezzanines perdues, la véritable question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de rééquiper cette mezzanine? Alors généralement, on pense, quand on est parent, puis assez souvent eu ça, tiens, on va faire une salle de jeu pour les enfants, on va faire tel élément. Donc attention, en plus vous êtes en haut des escaliers, donc attention les enfants en chaussettes, on sait ce que ça donne. Mais de façon générale, ce qui rapporte le plus, ça reste les chambres supplémentaires, de pouvoir proposer un logement qui a des chambres supplémentaires. Donc en l'occurrence là, quand vous avez une mezzanine de cette façon-là, il faut se dire que le toit monte et qu'il est en triangle. Quand vous montez sur la mezzanine, en fait, vous avez un grand endroit avec un trou au milieu. Et là, l'objectif, c'est finalement de fermer cette mezzanine, quitte à revoir aussi. Donc là, on est dans un endroit où il fait chaud. On est dans les Antilles. Du coup, cette maison, elle est très ouverte sur l'extérieur. Et là, ce qui serait intéressant, c'est de voir quel serait le coût de l'isolation, effectivement. Alors, pourquoi ce serait intéressant de l'isoler vu qu'il fait chaud à l'extérieur? Ce serait de mettre la clim. Donc ça, c'est un deuxième élément. La clim, quand vous la mettez sur des appartements type Paris, si vous arrivez à la mettre, donc si vous êtes sur des cours intérieurs, là, vous pouvez regarder, c'est de plus en plus facile de mettre la climatisation ou des pompes à chaleur quand vous avez un accès à une cour intérieure. Donc ça peut aller. Quand vous êtes en façade, plus compliqué. Sauf si ceux d'entre vous, ça marche aussi. Alors, c'est pas forcément les immeubles haussmanniens, mais les immeubles en pierre de taille. Si vous êtes à un étage, vous avez un renfoncement pour faire un petit balcon, une petite terrasse pour vous. Sachez que la clim peut fonctionner là-dessus. Et même dans certains quartiers, si vous êtes en haussmannien, vous pouvez, derrière vos micro-balcons haussmanniens, mettre la climatisation. De temps en temps, ça marche. Donc en tout cas, n'hésitez pas à demander au syndic et demander à la mairie. Vous pouvez simplement appeler la mairie. Alors attention de tomber sur quelqu'un qui s'y connaît à la mairie, c'est comme d'habitude. Et pareil pour le syndic, vérifier qu'ils ont bien compris ce qu'ils vous racontent. Mais en tout cas, de mettre de la climatisation 20 à 40% plus cher la location de votre chambre à la nuit.
Et moi, je suis par exemple un grand fan de la climatisation. Je sais que c'est pas terrible, mais là, par exemple, cet été, je suis obligé d'aller... alors, je suis obligé, oui, c'est le cas. Je suis obligé d'aller en Espagne pendant un mois pour des questions administratives. Et lorsque je vais être en Espagne, du coup, j'ai choisi un logement qui a finalement la climatisation parce qu'il va faire excessivement chaud dans les endroits d'Espagne. Et du coup, je vais pouvoir rester tranquille chez moi, derrière mon ordinateur, vous faire des épisodes de podcast tous les jours. Et oui, je serai là pour vous. Et du coup, la clim, pour moi, c'est très, très important. Le froid, c'est dur. Le chaud, c'est très, très compliqué. Donc tout ça pour dire que dans votre maison, essayez de penser vraiment à qui peut louer et regardez bien sur AirDNA, vous allez comparer les logements qui ont plus d'équipements que les vôtres. Donc s'il y a plus de couchages, les couchages, ça peut tout changer. Pensez à quelque chose, si vous avez un certain nombre de couchages et que vous ne voulez pas donner accès à l'ensemble de l'endroit, vous pouvez le préciser aussi à vos locataires en disant écoutez, vous allez être combien ? Est-ce que ça vous dérange que je ferme l'autre chambre où il y a aussi des couchages ? Comme ça vous évite d'avoir de la literie supplémentaire à faire et de dire simplement aux voyageurs soit je vous donne accès à la chambre et du coup je vous mets le prix de la literie parce que le ménage sera fait, soit je vous l'enlève. Alors attention, ça demande un peu plus de discussion et d'échange, mais vous le savez bien comme moi que de temps en temps vous louez à 2 personnes et tous les lits de votre appartement sont occupés alors que les personnes n'ont payé que le ménage pour une seule chambre et là c'est compliqué. Donc vous pouvez très bien aller dans cet endroit-là, sachant que moi le premier, quand je loue des Airbnb avec plus de couchages, donc c'est ce que j'ai pu faire lorsque j'étais à Bali, c'est ce que j'ai pu faire quand je voyage, je vais souvent louer avec 2 chambres, même si je vais être seul ou sinon je suis à 2, c'est-à-dire que il y a ma copine qui sera dans la chambre en tant que telle et moi j'utiliserai l'autre chambre en tant que bureau finalement pour pouvoir travailler. Donc j'essaye au maximum d'avoir 2 pièces, pareil quand c'est à l'hôtel. Quand je vais à l'hôtel, donc là par exemple quand j'étais à Dubaï, là j'avais une seule chambre avec un bureau, c'était bien, mais dans l'hôtel finalement il y avait un endroit lounge, il y avait un endroit alors qui était assez bizarre parce qu'il n'y avait pas de fenêtre, mais on pouvait travailler. Donc moi le matin je me levais très tôt, enfin je me lève assez globalement tôt, il y avait du coup ma copine qui était là, qui restait dans la chambre d'hôtel et elle pouvait dormir je sais pas jusqu'à 9h, 9h30 et moi en fait assez tôt j'étais directement dans l'endroit où je pouvais travailler et en fait ça devient vraiment nécessaire pour moi. Et de temps en temps, si j'ai les moyens, en fait, je prends 2 pièces directement dans la chambre. Ça me permet d'avoir une chambre supplémentaire pour pouvoir travailler. Donc en tout cas, sur le Airbnb, vérifiez concrètement ce que font vos concurrents et ce qu'ils ont comme chiffres. Alors, sachant qu'au début, quand vous allez lancer votre Airbnb, la problématique, ça va être l'attraction. Vous allez lancer quelque chose, vous n'avez pas de notes, personne ne va vous voir. Là, concrètement, ce qu'il faut faire, il faut simplement directement demander à vos potes de louer votre appartement. Et faites-le même aujourd'hui si vous êtes en quête, vous n'avez pas assez de notes et de bonnes notes, demandez à vos potes de louer directement sur Airbnb. Baissez les prix. Alors, demandez pas à vos potes de louer si c'est 200 € la nuit et qu'il faut qu'ils avancent à 400, 500 €. Attention quand même si vous dites que ça va pour tout le monde avec les frais Airbnb en plus, même si vous allez les rembourser, ça demande quand même à débloquer pas mal de cash. Donc, vous pouvez faire une réduction un peu au prix de la nuit, de mettre à 50 €. Demandez à vos potes de louer pour avoir 3, 4 notes 5 étoiles pour lancer. En fait, ça permet juste de lancer votre produit. Ça ne va pas impacter réellement la suite, ça va juste vous permettre d'être bien classé pour pouvoir lancer. Et attention, ça ne va pas vous permettre d'être directement meilleur hôte, ce que vous pouvez être sur Airbnb, ce que la chance d'être en ce moment sur Airbnb. C'est un miracle, je suis très content de ça. Donc, lancez votre colocation, lancez votre Airbnb en mettant des très bonnes notes. Deuxièmement, regardez si vous pouvez faire évoluer le nombre de couchages et évoluer les services que vous pouvez proposer. Si vous êtes dans un endroit où il fait chaud et que vous voulez augmenter quand même de 20 à 30%, et ce sera un véritable critère de sélection, pensez à mettre la clim ou une pompe à chaleur. Ça dépend quelle est la température qu'il fait. Donc là, en l'occurrence, on parle plutôt de la Guyane. La Guyane, il fait grosso modo, de ce que j'ai compris, je ne suis pas un expert de Guyane, mais quasiment jamais froid. Donc il n'y a pas forcément besoin de mettre une partie chauffage. Et lorsque vous mettez de la clim, pensez bien à l'isolation. En fait, c'est la même chose, mais avec... là, il faut simplement mettre du froid. Donc attention, si vous avez des maisons qui sont faites pour bien faire circuler l'air, pensez qu'il faut les isoler, il faut fermer. Et en fait, vous avez les mêmes enjeux d'isolation que vous avez dans les maisons en hiver. Le seul truc, c'est que vous ne l'isolez pas de la même manière. Donc, ce n'est pas les mêmes matériaux à utiliser. Donc là, regardez bien ce qui se fait dans votre région. Parce qu'il y a des matériaux en fait qui vont emmagasiner la chaleur, donc qui vont stocker la chaleur pendant la journée. Du coup, si il y a le soleil, que vous stockez la chaleur pendant la journée et que vous la redistribuez la nuit, vous, c'est pas ça votre objectif. Ce que vous voulez, c'est que ça dissipe au maximum et que la nuit, vous n'ayez pas la chaleur de la journée qui arrive. Donc, c'est pas les mêmes isolants. Donc, à vérifier ces éléments-là, vérifiez bien toujours un petit check sur Claude, un petit check sur YouTube pour vérifier des questions que vous pouvez poser sur les isolants. Et vous avez forcément des gens en fait qui font des travaux dans chacune des régions qui existent. Donc, si vous
vous êtes dans une région où il fait très froid, regardez des travaux et de l'isolation qui a été faite dans des endroits où il fait très froid, que ce soit votre pays. Normalement, en France, on a la chance de tout avoir en France, mais vous pouvez aussi regarder à l'étranger. Vous pouvez regarder dans des endroits, vous pouvez regarder l'Allemagne, regarder des pays qui sont assez avancés. Alors attention, on n'a pas tous les mêmes méthodes de construction qui sont liées finalement justement à notre climat, mais aussi aux enjeux. Donc par exemple, si vous regardez ce qui est fait au Japon, ils ont des façons de construire les bâtiments très spécifiques. C'est dû vraiment au tremblement de terre, aux gros changements de température, ce qu'on n'a pas forcément nous en France. Donc ils ont des particularités. Mais en tout cas, regardez bien comment c'est fait et le faites pas n'importe quoi. Mais en tout cas, l'isolation de la chaleur, ça fonctionne exactement de la même façon que l'isolation du froid, sauf que c'est pas les mêmes matériaux. Enfin, le principe est le même, mais on ne le fait pas de la même manière. Donc une fois que vous avez fait ça, vous dites ok, donc je peux simplement avoir mes chambres. Je peux faire le même nombre de chambres. Vous faites quelque chose de joli. Dans la plupart des cas, vous savez le faire. Mais en tout cas, regardez les Airbnb qui marchent bien. Surtout, regardez vraiment, allez vous pencher sur les hôtels de luxe, sur les Airbnb qui fonctionnent très bien et qui sont beaux. Si vous n'avez pas une idée du beau, attention, il faut vraiment éviter de faire du beauf. Il y a beaucoup de gens qui sont très opérationnels et ils vont faire, par exemple, moi c'est le cas sur les love rooms, ils vont me sortir des love rooms où en fait, quand on les voit de l'extérieur, c'est des couleurs grises, rouges. Et en fait, quand on le regarde, c'est pas classe, c'est beauf. Le beauf, c'est pas terrible. Pourquoi ? Parce que les gens, en fait, pour ceux qui ne voient pas la différence, ils vont y aller, ça va pas changer. Mais pour ceux que vous allez pouvoir récupérer si vous faites quelque chose d'un peu plus chic, là, vous allez les perdre. Donc, essayez vraiment de regarder ce qui se fait sur Pinterest, ce qui se fait sur les hôtels 5 étoiles. Regardez vraiment comment ils font les choses et quel est le design. Regardez ce qui est à la mode en ce moment, inspirez-vous et surtout regardez-en beaucoup. Si vous vous rendez compte que vous n'y arrivez pas, vous ne savez pas comment faire quelque chose de beau. Par exemple, dans mon cas, je sais faire des choses jusqu'à un certain stade. Je sais vous dire si c'est beau ou si c'est pas beau. Il y a des beaux que je n'arrive pas à créer. Si vous n'arrivez pas à créer des beaux, entourez-vous de personnes qui sont en capacité d'aller faire l'extra mile pour faire la petite décoration supplémentaire pour que ça marche bien. Par exemple, astuce toute bête, vous mettez des cadres sur un mur. Vous allez peut-être aligner 3 cadres. Ok, ça va être sympa, ça va être niveau médium, mais au moins, ça avance un petit peu. Mais sinon, regardez bien comment des personnes arrivent à aligner plus de cadres pour donner une ambiance totalement cosy. Eh bien, je vous assure que c'est pas si simple que ça de faire cette ambiance cosy, un peu chargée en éléments, mais pas trop chargée. Et ça, il faut vraiment regarder comment les gens ont fait. Alors, soit vous arrivez vraiment à copier ce qu'ils ont fait, mais attention, c'est comme toute copie. Généralement, vous allez réussir à copier les grandes idées, mais pas réussir à tout copier. Et en fait, ce qui fait que c'est très bien, c'est vraiment les petits trucs supplémentaires. Vous allez peut-être ajouter, vous n'allez pas avoir la même étagère, une autre, et en fait, ça va faire la totale différence et ça va vraiment pas être joli en vrai. Donc, attention à ça. Si vous n'êtes pas de ce côté-là, essayez de rencontrer des personnes, d'aller sur Instagram. Il y a forcément des personnes qui font du beau, qui sont dedans, qui sont OK de vous aider, quitte à payer un petit peu. Il y a un moment, il y a des façons, il y a des moments où en fait ça vous sert beaucoup. Par exemple, les chambres de colocation, vous refaites une coloc demain à Paris, qu'elle soit belle ou très belle, ça dépend ce que vous voulez, mais la différence de prix ne sera pas forcément là énorme en fonction du positionnement où vous êtes. Par contre, si vous faites du Airbnb, vous pouvez avoir des gros changements. Donc on reprend sur votre maison, déjà regardez un bien similaire, combien vous pouvez louer. Regardez si vous pouvez rajouter des chambres supplémentaires, ce qui est très important. Regardez si vous pouvez mettre la clim et combien ça coûte la clim de mettre ça dans la maison. Une fois que vous avez ça, comparez avec les offres similaires que vous avez sur Airbnb et regardez combien il génère réellement de chiffre d'affaires. Une fois que vous avez ça, vous pouvez vous dire « Ok, voilà mon objectif de chiffre d'affaires si tout fonctionne bien ». Autre élément, ce que vous n'avez pas, du coup, c'est votre starter et de réussir à atteindre ce chiffre d'affaires. Et alors là, vous faites ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que vous lancez votre offre, vous demandez à des potes de venir, de louer, de faire des fausses réservations. Vos potes vous mettent des 5 étoiles, au moins ça permet de lancer votre logement. Et là, vous allez voir, au bout de quelques mois, votre logement sera à maturité et normalement arrivera soit à la même chose que Airbnb, soit au-dessus, soit vous tombez dans un moment où tout le monde s'y met et du coup, vous allez être un petit peu en dessous. Ça, c'est l'élément. Le Airbnb, généralement, ce qu'on va viser pour tout le monde, rappelez-vous de la règle que moi j'ai assez souvent, un logement classique que vous louez à une famille, on va dire que c'est 1 000 €. Si vous le faites en colocation, vous visez 2 000 € minimum. Et si vous visez du Airbnb, c'est du 3 000 € minimum. À chaque fois, vous faites un x3 en Airbnb, un x2 en colocation. Attention, ce n'est pas pour autant que vous allez avoir la même marge. Quand vous louez à une famille, généralement, vous ne prenez pas en charge le chauffage, vous n'avez pas Internet, vous n'avez pas les meubles, vous pouvez très bien louer tel quel. Lorsque vous allez passer en colocation, non seulement il y aura un petit peu plus d'argent injecté au début, potentiellement refaire les décos, remeubler, mettre une machine à laver, un sèche-linge, etc. Et en plus de ça, vous allez, ce stock d'argent supplémentaire injecté au début, vous allez devoir, en opérationnel, payer plus. Vos charges vont augmenter parce que c'est là, vous, qui allez payer les charges des locataires, les charges des propriétaires, Internet, l'assurance, le chauffage,
et potentiellement une femme de ménage, etc. Du coup, en fait, vos charges vont augmenter par rapport à une location classique. Pourquoi elles vont augmenter? Parce que vous allez couvrir plus de choses. Donc effectivement, vous allez louer plus cher, mais vous allez avoir plus de charges. Alors c'est vrai que pour la première fois, si vous n'êtes pas habitué à faire des colocations ou du Airbnb, en fait, la première fois que vous allez voir des charges d'Airbnb ou de colocation, vous allez paniquer. Vous allez dire, mais attendez, j'ai 6 000 euros de charges à l'année. Donc il y a ça sur des colocations, hein. On a du 6 000 euros de charges à l'année, il faut le savoir. Et au début, vous dites, attendez, c'est excessivement élevé, je ne vais jamais m'en sortir, etc. En fait, non, parce qu'on a effectivement, du coup, on gagne plus d'argent parce qu'on a beaucoup plus d'argent qui rentre et finalement, l'augmentation des charges n'est pas significative par rapport à ce qu'on fait rentrer comme argent. Par exemple, un appartement classique, ce dont je vous parle, sur un appartement à 1 000 euros, 1 300 euros, vous allez être en cash flow neutre, voire à 100 euros. Ça, c'est des appartements que je peux faire dans l'Oise, des 90-95 mètres carrés qu'on loue à des familles. Les familles ne bougent pas pendant 7 ans. Ça, c'est le classique. On peut aussi faire ça à Sévran, dans des endroits comme ça. Et vous pouvez du coup avoir plein d'appartements où il n'y a pas beaucoup de mouvement. Deuxièmement, vous passez en colocation. Donc là, on sera plutôt Île-de-France ou d'autres villes. Là, quand vous passez à ça, vous allez encaisser beaucoup plus d'argent. Et là, au lieu d'être à 100 euros finalement de cash flow, on peut monter à 500, 600, voire 1000 euros, voire 1200 euros de cash flow. Pourquoi? Parce qu'on a rajouté 1, 2, 3 chambres supplémentaires. Et en fait, ça devient des endroits qui sont bien faits. Donc les personnes ont envie de venir chez vous. Et attention, faites très gaffe à la déco de vos chambres. Il faut vraiment que ça ait l'air sympa. Et comment on rend ça sympa? C'est papier peint aujourd'hui, potentiellement un petit peu de bois et faire quelque chose de très clean. Donc pour que ça donne envie aux personnes de venir et très optimisé. Ok, là, vous allez potentiellement avoir du 1000 euros de cash flow. Et si vous passez au Airbnb, vous allez monter à 3 000 euros de revenus et là, vous allez normalement taper les 800 jusqu'à 1 600 euros de cash flow par mois. Et ça, c'est votre objectif. Alors attention, quand on passe au Airbnb, on enclenche une chose supplémentaire. Quand vous louez en Airbnb, les personnes en fait vont se croire à l'hôtel, elles vont arriver avec leurs valises. Donc déjà, vous avez beaucoup de valises qui vont vous venir. Ça paraît anecdotique, mais quand vous avez un appartement classique, le mec il vient une fois avec ses valises, il tape une fois le mur, ça va. Quand vous avez des gens qui viennent à chaque fois avec leurs valises, ils savent pas où mettre leurs affaires. Des personnes qui potentiellement ont la tête en l'air, ils vont perdre les clés. Moi, ça m'est arrivé, il y a des gens qui sont enfermés à l'intérieur de l'appartement. Alors j'ai eu 2 cas. J'ai eu des gens qui sont des Américains qui sont enfermés du Texas, je crois, qui sont enfermés dans l'appartement ayant refermé l'appartement à clé. Et parce qu'ils ont perdu la clé de l'appartement dans l'appartement, donc j'ai eu ça. Et j'ai eu d'autres qui ont réussi à s'enfermer, je vous en ai déjà parlé, dans l'appartement, mais la porte ouverte, c'est-à-dire en fermant la porte, ils ont réussi à fermer la porte à clé, mais elle n'était pas fermée, la porte elle était entrouverte. Ça a enclenché le métal, la tige en fer dans le sol, dans mon superbe sol en pointe de Hongrie qui m'ont défoncé. Et ils ont laissé la porte entrouverte comme ça avec 20 cm, 15 cm, 15-20 cm. Et ça, c'était terrible. Donc il y a ce truc-là. Ces gars-là, vous avez ça. Et ce que je veux dire, c'est qu'au fur et à mesure du temps, je pense qu'il n'y a rien qui use plus un appartement que du Airbnb. Pourquoi? Parce que les personnes vont venir, les personnes vont se croire à l'hôtel, les personnes vont être là pendant 3 jours, vont potentiellement être dégueulasses dans votre appart. C'est du temporaire, c'est du consommable. Donc attention à cette partie-là, Airbnb. Ça vaut le coup dans pas mal d'endroits. Si vous aimez le Airbnb, c'est top. Moi, à un moment, je faisais du 10-20 000 euros d'Airbnb par mois, sachant que mon Airbnb à Paris, quand je le fais, je peux faire du 9 000 euros par mois sur un seul appartement qui est ma résidence principale. Et à un moment, j'en avais beaucoup. Alors, ça rapportait moins, mais j'en avais beaucoup. Et du coup, je faisais du 20 000 euros par mois. Ça fonctionnait bien, mais il faut avoir des bonnes équipes. Il faut être prêt à traiter des urgences. Donc, normalement, tout peut être délégué. N'hésitez pas à écouter l'épisode aussi avec Camille qui en parlait et elle a fait faisait de la vente de sacs. Donc, en tout cas, le Airbnb peut être pas mal pour maximiser ça. Mais attention, ça fait quand même beaucoup plus de dégradation. Si vous avez réellement une maison de campagne à transformer en Airbnb, moi je vous inviterais à la vider totalement, en fait, à enlever tout ce qu'il y a dedans et repenser le projet de zéro pour qu'il y ait le moins possible de meubles qui peuvent être cassés, etc. Et surtout, ne prenez pas les choses personnellement. Dites-vous que si vous laissez un canapé dans un Airbnb, il sera forcément défoncé. Partez plutôt de ce principe-là. Et en vous disant ça, dites-vous, est-ce que je laisse le canapé là ou est-ce que je le change? Plutôt que de vous dire, tiens, les gens vont prendre soin de l'endroit. Non, partez plutôt de l'autre côté. Et pareil, quand vous faites les inspections. Donc, le Airbnb, maintenant, vous savez combien vous allez gagner. Et après, il suffit d'enlever les charges. Donc là, regardez exactement combien ça vous coûte, que ce soit vos conciergeries, que ce soit le ménage, que ce soit aussi votre refacturation du ménage et l'électricité. Et regardez ça dans le temps. Là, vous pouvez faire votre calcul de cash flow. Et de l'autre côté, refaites la même chose pour les colocations. Donc, même si vous êtes un petit peu isolé, pensez bien à mettre des annonces sur le Bon Coin, carte des colocs, potentiellement se loger. Et si vous êtes dans des zones, par exemple en Martinique, je ne sais pas s'il y a un site spécifique en Martinique pour les colocations,
pour les étudiants qui cherchent des appartements, etc. Donc si vous avez ça, peut-être que ça fonctionne plus sur des groupes Facebook, etc. Trouvez-les pour vraiment mettre vos annonces et voir ce qui se passe. La colocation, on se rappelle, ce qui marche, c'est forcément la chambre supplémentaire. Donc là, pour Chloé, dans sa maison, directement, quand on voit au-dessus de la mezzanine, donc il y a un endroit pile en face, je pense quand on monte les escaliers, on peut faire finalement 2 chambres. 1 ou 2 chambres, il faut voir, je n'avais pas les dimensions. Donc là, directement, pensez à multiplier le nombre de chambres et toujours à avoir votre règle pour les WC et salles de bain pour que ça puisse fonctionner bien. Donc un WC pour 4, ça peut fonctionner. Le mieux, c'est quand même un WC pour 3. Donc faites un multiple de 3 pour les WC et une douche pour 3 aussi ou 4, ça peut fonctionner. Donc faites un multiple par rapport à ce que vous avez. Et après, pensez par rapport à la gamme que vous avez de colocation. Encore une fois, aujourd'hui, les colocations, c'est ce qui va servir le plus et potentiellement à certains d'entre nous. À un moment dans votre vie, vous vous séparez, vous avez besoin d'un endroit, vous allez dans une colocation, ça vous permet de vous récupérer assez rapidement. Vous pouvez aller dans des co-living, ça vous permet d'avancer. D'ailleurs, même ceux d'entre vous là qui ont besoin à un moment de rester quelques temps dans une grande ville, etc., pourquoi pas prendre une colocation, c'est moins cher, c'est à la limite plus convivial. Enfin, ça peut être très bien. Il y a des colocations qui sont très bien. Donc à l'avenir, moi, je crois vraiment dans ce mode de logement. On ne va pas régler la problématique qu'on a d'ailleurs qui est mondiale sur les logements. On va de plus en plus aller vers des logements plus petits. Donc nous, quand on se lance là-dedans, on est vraiment dans l'air du temps. Il y a à chaque fois un décalage entre les politiques, les villes et nous, ce qu'on fait. Donc en fait, au bout d'un moment, ils vont se dire oui, effectivement, dans le meilleur monde, on a tous envie d'avoir des studios, on a tous envie d'avoir des 100 mètres carrés qui sont hyper bien isolés, qui coûtent rien à chauffer et avec une vue dégagée. Dans la réalité, vous le savez, on fait ce qu'on peut. Vous êtes comme moi, vous avez beaucoup de premier étage ou de rez-de-chaussée, c'est très bien. Mais en tout cas, on avance. Donc là, le nerf de la guerre, c'est vraiment de comparer après si votre chambre, à combien vous pouvez la louer, et finalement, en refaisant votre calcul de charge, votre colocation va vous coûter moins cher que votre Airbnb. Donc, comparez réellement. Moi, personnellement, si le Airbnb, avec les calculs, je ne gagne pas au minimum 500 €, voire 700 € de plus par mois par rapport à une colocation, je ne le fais pas. Je le fais sincèrement pas. Une colocation, le stress, si on met une échelle de stress sur 10, c'est de charge mentale. Un appartement en nu, c'est du 2. Une colocation, c'est peut-être du 4 et un Airbnb, je passe à du 6-7. Pourquoi ? Parce que quoi qu'il arrive, il faut quand même vérifier que tout se passe bien. Vous avez le stress de la note tous les 3 jours. Si à un moment, vous avez un mec qui, je ne sais pas, vous l'avez mal traité, vous ne l'avez pas bien traité comme lui, ce qu'il attendait à être traité, vous allez vous retrouver à avoir un 3 sur 10 et vous êtes foutu. C'est simple que ça. En tout cas, regardez les différents dispositifs. Ces colocations, ça fonctionne aussi pour vos maisons campagne. Donc si vous avez des maisons aux alentours de Nice, si vous avez des... alors Nice, le truc c'est colocation l'année et puis Airbnb l'été, parce que pour le coup Airbnb l'été, là vous allez faire un x3, un x4 sur le loyer. Donc potentiellement si vous avez le temps, vous avez les bonnes personnes pour gérer ça, là potentiellement ça peut valoir le coup. Donc en tout cas, voyez tous ces éléments-là. Donc ça dépend vraiment de votre BP et après de la façon dont vous les gérez. Attention aussi le Airbnb, calculez bien les achats supplémentaires que vous allez devoir faire au lancement du Airbnb et aussi dans l'exploitation. À vous de jouer les guys, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages sur Insta, sur LinkedIn. Là, vous m'en envoyez beaucoup en ce moment, je suis franchement très content. Et aussi à me laisser 5 étoiles. Prenez le temps de laisser 5 étoiles sur le podcast et un petit message d'encouragement, ça me fait vraiment plaisir. Merci à tous ceux qui l'ont fait très récemment et on se parle très vite. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question ? Je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.